Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 26e épisode de la série Survie. Je vous l'avais annoncé à l'épisode précédent, aujourd'hui on se lance dans la sauvegarde des données. On va donc attaquer un nouveau chapitre particulièrement important dans les jeux de survie, on n'a pas envie de toujours recommencer de zéro. On veut pouvoir effectuer des sauvegardes et bien évidemment pouvoir charger les sauvegardes qu'on va effectuer. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer un système adapté à tout ce qu'on a mis en place depuis le début de la série pour sauvegarder toutes les données importantes relatives à notre joueur. Le joueur il va pouvoir sauvegarder et charger ses données quand il le souhaite, et parmi ces données, on va retrouver les positions du joueur, le contenu de l'inventaire, les équipements actuellement portés, l'état de nos différentes barres, donc la barre de vie, de faim, de soif, et on va également sauvegarder toutes les structures qui vont être placées par le joueur. Bref, on a pas mal de données à sauvegarder, donc on va pas perdre plus de temps et on va se lancer juste après ce petit rappel. Les vidéos que je réalise sur cette chaîne sont 100% gratuites et cela pour tout le monde. Si c'est possible de cette manière, c'est grâce aux tipeurs, aux donateurs. Si vous appréciez mon travail et que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne, sachez que c'est grâce aux dons que cette chaîne continue d'exister aujourd'hui. Donc, si vous avez l'envie et la possibilité, vous avez les liens de Tipeee et Utip en description, deux sites qui vous permettent de faire des dons. Un grand merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes et on se lance pour l'épisode d'aujourd'hui. Avant qu'on se lance, il faut savoir qu'il y a différents moyens de sauvegarder des données avec Unity. J'aurais tendance à dire qu'il y a deux moyens principaux. Les player pref, qui reviennent donc à sauvegarder des données dans le registre de l'appareil, et on a la sauvegarde directement dans un fichier. Les deux techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais chez nous, on a clairement un jeu qui est déjà pas mal avancé, on a pas mal de données à sauvegarder, donc on va prendre le plus flexible, et donc la sauvegarde dans un fichier. On va utiliser le format JSON qui est particulièrement adapté pour sauvegarder une masse importante de données et des données diversifiées. Allons-y, on va aller sur le Game Manager qui possède pas mal de scripts liés à l'infrastructure de notre jeu, et on va en ajouter un nouveau qui va s'appeler Save System, donc le système de sauvegarde, ça va être un nouveau script. On peut ouvrir directement ce script dans Visual Studio, et on va commencer par mettre en place déjà la sauvegarde des données, donc la génération du fichier. On va inscrire dans le fichier les données à sauvegarder, on va commencer par le plus simple, c'est les positions du joueur. Et dans un petit instant, on passera au chargement. On va pouvoir enlever la void de start, on n'en aura pas besoin dans un premier temps. Et dans la void update, on va déjà définir une touche qui va nous permettre de sauvegarder les données. Pour l'instant, on va utiliser le clavier. Je pense qu'à l'épisode suivant, on ajoutera les menus du jeu. Et donc, on ajoutera un bouton pour lancer une sauvegarde ou un chargement. Mais en attendant, on va simplement passer par les touches du clavier. Je vais dire que si j'appuie sur la touche de mon clavier F5, qui est généralement la touche de sauvegarde rapide dans les RPG, alors je vais effectuer une sauvegarde. Donc je vais appeler une méthode saveData qu'on va créer immédiatement juste en dessous de la void update. Void save data. Étant donné qu'on va utiliser du JSON pour sauvegarder nos données, on va directement lui passer un objet. Et cet objet, ça va être un petit peu le contenant de toutes nos données. Pour faire ça proprement, on va créer une nouvelle classe tout en bas, qu'on va appeler savedData. Et à l'intérieur, on va ajouter toutes les données qu'on veut sauvegarder. Dans un premier temps, nous, on veut stocker juste un élément de type vector3, qui sera les positions du joueur. Player positions. Pour avoir accès aux positions du joueur, il faut qu'on ait une référence à notre joueur. Donc je vais créer tout en haut un header, references, pour que ce soit un peu plus propre. On va en avoir pas mal au fur et à mesure de l'épisode. Et on va ajouter une référence à une transform, qu'on va mettre en privé, et qui sera player transform. Maintenant que tout est en place, on peut attaquer la création de la méthode saveData. On va commencer par créer un nouvel objet de type savedData. Donc on va dire saveData égale new saveData. On va le faire sur plusieurs lignes, ce sera un petit peu plus propre. On ouvre donc les accolades. Et à l'intérieur, on va définir la valeur de chaque élément qu'on aura dans saveData. Donc ici, on peut dire que player positions va être égal à player transform point position. Et ici, vu qu'on définit un objet, attention, c'est pas des points-virgules qu'on met à la fin, ça va être des virgules. Maintenant qu'on a notre objet contenant toutes les informations qu'on souhaite sauvegarder, eh bien on va pouvoir effectuer la sauvegarde. Donc dans un premier temps, on va créer une variable temporaire JSON data.
qui va être égal à la méthode JSONUtility.toJSON et on va passer SaveData. Et je viens de voir que j'ai écrit SaveDate au lieu de SaveData. Vous avez probablement déjà corrigé l'erreur. Concrètement, ce que va faire cette ligne, c'est qu'on va lui passer un objet, donc celui qu'on a créé juste au-dessus, et on va lui demander de le transformer en JSON. Et ce JSON qui va être généré, on va le stocker dans une chaîne de caractères JSON data. Ensuite, il va falloir qu'on définisse à quel endroit on a envie de sauvegarder les données de notre jeu. Donc à quel endroit est-ce qu'on va créer le fichier qui contient les données. On va donc créer une string filepath qui va contenir le chemin. Et là, je vous conseille d'utiliser la même chose que moi. On va utiliser application.persistentDataPath plus. On ouvre les doubles quotes, slash, et là vous allez pouvoir choisir un nom pour votre fichier de sauvegarde, à savoir que toutes les données seront dans le même fichier, donc il n'y aura qu'un seul fichier de sauvegarde. Moi je ne vais pas chercher très loin, je vais l'appeler saveddata.json. Et on peut mettre un point virgule pour fermer la ligne. Persistent Data Path, c'est en fait un emplacement à l'intérieur des fichiers du jeu. Et il a également la particularité de ne pas changer d'une version à l'autre du jeu. Ce qui veut dire qu'entre les mises à jour, les données ne seraient pas perdues. Si le joueur il effectue une sauvegarde dans la version 1.0 du jeu, que vous faites une mise à jour en 1.1, que le joueur la télécharge et qu'il relance le jeu, eh bien il pourra toujours charger ses données de l'ancienne version. Il ne perdra pas ses données. C'est un répertoire qui a été fait pour ça, pour garder des informations entre les versions, et c'est donc l'endroit le plus adapté pour effectuer des sauvegardes. Je vous conseille d'ajouter juste en dessous un debug.log de filepath. Ça nous permettra de facilement savoir exactement où sur la machine le fichier va être créé et on pourra donc y accéder facilement pour voir à quoi il ressemble. Puis, maintenant qu'on a les données et l'emplacement de sauvegarde, il faut qu'on aille créer le fichier. Et pour ça, on peut faire system.io.file.writeAllText. On passe en premier l'emplacement et en deuxième les données JSON data. Cette ligne, elle va simplement générer un fichier et écrire directement à l'intérieur les données qu'on lui a passées. Puis on peut faire un dernier debug.log dans lequel on va juste dire sauvegarde effectuée ou sauvegarde terminée, peu importe, il faut juste qu'on ait l'information. On a déjà une première version du système de sauvegarde, donc on peut revenir sur Unity, on va aller le tester. Dans notre script save system, alors je vais réduire tous les autres là. Il faut qu'on précise quelle est la transform de notre player, donc on va juste glisser player. On peut appuyer sur play, on va pouvoir se balader un petit peu dans la scène, on se met où on veut. On va appuyer sur la touche de sauvegarde, donc chez moi c'est F5. Dans la console, je vais retrouver deux messages. Un premier qui m'indique un emplacement, donc user, zef, appdata, locallow, etc. Ça c'est l'emplacement du fichier de sauvegarde, et un autre message qui me dit que la sauvegarde a été effectuée. Donc c'est parfait, on va aller vérifier ça. On peut arrêter le mode play et on va copier l'emplacement qu'on nous a donné. Donc chez moi c'est sur le disque C. Je vais prendre tout ça. Je vais juste pas prendre la fin, donc le savedata.json. Je vais juste faire un clic droit copie. Vous pouvez ouvrir l'explorateur de fichiers. Alors moi je suis sous Windows, mais si vous êtes sous Linux ou Mac c'est pareil. Hein, vous aurez un emplacement auquel vous rendre. Donc vous le collez simplement dans la barre de recherche. Vous faites entrée. Et comme moi, vous devriez être redirigé dans un dossier à l'intérieur duquel on va retrouver notre savedata.json, qui est juste ici. Vous pouvez ouvrir ce fichier avec un éditeur de texte. Alors, vu qu'on a Visual Studio qui est ouvert, on peut simplement le glisser à l'intérieur. Et on voit effectivement qu'à l'intérieur de ce savedata.json, on retrouve un élément player position avec les positions X, Y et Z. Donc c'est super, on a nos données qui ont été sauvegardées, il ne nous reste maintenant plus qu'à mettre en place le chargement de ces données. Donc on va revenir dans Save System, on va ajouter une autre condition d'input. Ici je vais dire que si j'appuie sur F9, encore une fois, qui est généralement la touche de chargement rapide dans les RPG, et ici je vais faire un load data. Cette méthode load data, on peut la créer juste en dessous de celle qu'on a créée tout à l'heure. La première chose à faire quand on veut charger des données, c'est de savoir où sont ces données. Et ici, on a déjà l'information ici avec le file path, donc vous pouvez juste copier cette ligne et la coller ici. Donc les données, elles n'ont pas changé d'endroit, hein, c'est bien le principe. Donc on va réutiliser la même ligne. On peut ensuite créer une string temporaire qu'on va appeler JSON data et dans laquelle on va faire un system.io.writeAllText.
file. Cette fois-ci, on ne va pas écrire du texte, mais on va le lire. Donc on peut faire un read all text. Et on passe l'emplacement de notre fichier. Maintenant qu'on a récupéré les informations sous forme de JSON, il faut qu'on le transforme en objet. Et le type de cet objet, c'est celui qu'on a utilisé pour la sauvegarde, donc save data, qu'on a juste en dessous. On peut l'appeler saved data, et on va dire qu'il va être égal à JSONUtility.FromJSON, cette fois-ci, parce qu'on part du JSON vers un objet. Il faut qu'on précise juste avant les parenthèses, entre guillemets ici, save data, pour indiquer quel est le type de l'objet, et entre parenthèses, on passe JSON data. À partir de là, on a récupéré dans save data exactement ce qu'on avait envoyé ici. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir accès à player position. On devrait donc pouvoir maintenant charger les données. Et on va par exemple dire que player transform position va être égal à save data.player position. Et on peut encore une fois ajouter juste un debug.log, histoire d'être prévenu que le chargement est terminé. On peut sauvegarder, on va pouvoir tester ça sur Unity. Nos données qu'on avait sauvegardées, eh bien, elles existent toujours, donc on n'a même pas besoin de réeffectuer une sauvegarde. Je vais mettre par là, et si j'appuie maintenant sur F9, on voit que mon personnage a bien été déplacé dans la scène, et on m'indique dans la console « Chargement terminé ». Mon personnage a donc bien été replacé aux positions de la sauvegarde. On peut rapidement refaire un test. L'écrasement des données se fait par défaut. Ça veut dire que si je me mets là-haut et que j'appuie sur F5, on me dit que la sauvegarde a été effectuée, et en fait, les précédentes données vont être remplacées. Donc si je me mets un peu plus loin, alors je peux même tester en coupant le mode play et en le relançant. Et si j'appuie sur F9, mon personnage est bien replacé là où j'avais sauvegardé la partie. On a donc la base de notre système de sauvegarde et de chargement qui est en place. On a sauvegardé une donnée très simple. On va maintenant aller un petit peu plus loin. Il y a une chose qu'on n'a vraiment pas envie de perdre d'une session de jeu à l'autre, c'est le contenu de l'inventaire. C'est toutes ces ressources qu'on s'est donné beaucoup de mal à récupérer. Donc on a envie de les sauvegarder et de pouvoir les récupérer lors du chargement. Vous allez voir que globalement, on va en fait répéter l'étape qu'on a effectuée pour les positions, mais pour les autres éléments de notre jeu. On va adapter le format de nos données, donc save data, en indiquant ce qu'on veut sauvegarder à l'intérieur, puis on effectue la sauvegarde et le chargement. Donc allons-y, on va faire évoluer save data. On va ajouter une autre donnée qu'on veut sauvegarder, ça va être une liste. Cette liste, ce sera item in inventory. Pour rappel, cette classe, si on fait CTRL plus clic gauche, on peut voir qu'elle contient deux éléments. Un objet, donc un item data, et le nombre de fois qu'on a cet objet dans l'inventaire. C'est donc important qu'on sauvegarde les deux données. On veut savoir quels sont les éléments dans l'inventaire et combien de fois on les a. Donc dans Save System, on peut appeler ça Inventory Content. Au moment de la sauvegarde, en plus de Player Position, on veut sauvegarder un élément de type Inventory Content qui va être égal à Inventory qui a la particularité d'être un singleton. Donc on peut faire un .instance.getContent. Encore une fois, pas de point virgule à la fin, on met bien une virgule. Pour rappel, getContent va nous renvoyer tout le contenu de l'inventaire, donc tout sera sauvegardé à l'intérieur. On peut déjà sauvegarder, on va vérifier que la sauvegarde des données s'effectue bien. Donc je vais appuyer sur Play, chez moi par défaut, j'ai déjà quelques éléments dans l'inventaire, je vais ramasser en plus cet élément. Vous remarquerez que de mon côté, j'ai muté l'éditeur Unity, c'est pour ça que je n'entends plus les sons qu'on a ajoutés à l'épisode précédent. La raison à ça étant que je ne veux pas vous casser les oreilles au montage. Je peux maintenant appuyer sur F5. On m'indique toujours que la sauvegarde a bien été effectuée. J'arrête le mode play. Et si on va voir notre fichier JSON, qui est d'ailleurs encore ouvert chez moi dans Visual Studio, on peut voir qu'il a été mis à jour. Et maintenant, on n'a pas juste Player Position, on a également un objet Inventory Content avec plusieurs éléments à l'intérieur. Alors le format JSON, il est facile à lire quand il est bien formaté. Mais ici, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout formaté, c'est sur une seule ligne, donc c'est pas super évident à lire. La raison à ça, c'est qu'on essaye d'optimiser nos fichiers, on essaie de les compacter au maximum, c'est pour ça qu'on écrit tout sur une ligne, et on enlève tous les espaces entre nos différents éléments dans le JSON. Mais il existe en ligne de nombreux outils qui vont vous permettre de formater votre JSON pour pouvoir le lire un peu plus facilement. Donc par exemple chez moi, je peux sélectionner tout,
Alors vous pouvez faire CTRL A, le raccourci pour tout sélectionner, puis CTRL C pour copier. Et il existe sur internet de nombreux formateurs de JSON. Alors vous tapez juste sur Google JSON formateur, moi j'ai pris le premier, dans lequel vous pouvez coller votre JSON de manière un petit peu brute, comme ici. Et si je fais Process, je retrouve mon JSON dans un format ici un petit peu plus lisible. On voit à l'intérieur qu'on a bien Player Position, comme tout à l'heure, X, Y, Z. Et on retrouve un autre objet, Inventory Content, avec deux éléments à l'intérieur. Un premier ici, avec un Item Data, contenant un Instance ID, je vais y revenir, et un élément Count qui va correspondre au nombre de fois qu'on a cet élément dans l'inventaire. Donc ici, chez moi, j'avais bien 99 bûches de bois, et en dessous, j'avais un autre élément, un équipement cette fois-ci, que je n'avais qu'une seule fois dans l'inventaire. Donc nos données ont bien été sauvegardées. Alors pour information, les Instance ID, ce sont des ID uniques qui sont ajoutés par Unity aux différents éléments de votre projet. C'est valable pour nos instances de Scriptable Object Item Data. Vous voyez qu'ici le Instance ID n'est pas le même parce que ce n'est pas le même objet. Pour les préfabs que vous allez créer, c'est pareil. En fait, tous vos objets du projet ont un identifiant unique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous montrer ça. On peut effectivement consulter cette information directement sur Unity. Je vais aller dans mes instances d'items, je vais prendre n'importe lequel. Par exemple, on va prendre du coup notre bûche de bois que j'ai dans l'inventaire pour pouvoir comparer. Je la sélectionne et en haut à droite dans l'inspecteur, vous pouvez ici passer en mode debug et vous retrouvez ici un instance ID. Et là vous voyez que c'est 24008 et si je retourne sur le site sur lequel j'étais à l'instant, on peut voir effectivement que j'ai bien l'ID 24008 pour cet élément. Et cet identifiant unique, il va nous être extrêmement pratique pour la sauvegarde parce que Unity, il va comprendre quand on lui passe cet ID qu'on parle effectivement de cet objet ici, item data. Attention à ne pas faire de bêtises du coup, et donc à modifier cette instance ID, on va repasser en mode normal pour éviter une fausse manip. Ok, maintenant qu'on a sauvegardé le contenu de l'inventaire, eh bien il nous faut un moyen de pouvoir le charger. On va donc revenir dans Save System, et dans Load Data, on va ajouter une ligne inventory.instance, et il n'existe actuellement pas de méthode pour pouvoir charger le contenu de l'inventaire. Donc il va falloir qu'on aille la créer. Mais on peut déjà l'appeler, par exemple, load data, et il faut qu'on lui passe justement les items qu'on a chargés depuis nos données. Donc ici, ça va être saved data.inventory content. On va maintenant aller ouvrir le script inventory. Si vous utilisez Visual Studio comme moi, vous pouvez faire CTRL-clic sur inventory. Et dans ce script, alors on va aller tout en bas, et on va ajouter une méthode en public, qu'on va donc appeler load data. Comme on l'a dit, cet élément il va prendre en argument une liste de type item in inventory, qu'on peut appeler saved data. Et là concrètement, on n'a pas grand chose à faire, on peut juste dire que le contenu de l'inventaire, donc content, va être égal à ce qu'on a passé, donc save data. Quand on fait des modifications dans l'inventaire, il ne faut pas oublier de faire un refresh content. On peut aller tester, on va revenir sur Unity, appuyer sur play. Par défaut, dans mon inventaire, j'ai déjà des éléments, donc je vais juste en déposer quelques-uns, comme ça j'ai 96. Et si maintenant j'appuie sur F9, on peut voir que les données ont bien été chargées. J'avais bien sauvegardé 99 morceaux de bois et un équipement pour mon personnage. On a donc l'inventaire précédent qui a été écrasé par les données qu'on a chargées. Ce qui veut dire que pour l'inventaire, on en a terminé. On va pouvoir maintenant passer donc à l'élément suivant de sauvegarde, ce sont les équipements actuels du personnage. Donc s'il porte par exemple le plastron au moment de la sauvegarde, on veut que lors du chargement, le plastron soit toujours bien équipé sur le personnage. Alors là ça va être un petit peu plus long et un petit peu plus technique à mettre en place en raison de la manière dont on a mis en place le système d'équipement. On va se rendre sur l'objet Inventory et on va ouvrir le script Equipment. À l'intérieur de ce script, on a différentes variables juste ici pour garder une trace des équipements actuels. Donc pour la tête, le plastron, les mains, etc. Y compris ici l'arme du joueur. Ici, on va donc avoir en totalité 6 éléments à sauvegarder, un pour chaque emplacement possible. Étant donné que chacun de ces équipements est lié à une partie du corps bien précise, eh bien on avait un petit peu de mal à rendre ça vraiment très dynamique. On va donc avoir 6 variables et du code un petit peu à dupliquer. Donc, généralement, on évite de faire ça. Ici, on ne va pas vraiment avoir le choix. Ces différentes variables, on va toutes les passer en public, comme on l'a fait pour notre arme qui, elle, l'est déjà.
Donc on va tout mettre en public ici. On peut ajouter des attributs hide in inspector. On va ensuite prendre tout ça pour aller un petit peu plus vite et on va faire CTRL-C pour le copier. On va retourner dans Save System et on va dire que dans notre objet Save Data, donc parmi les objets qu'on veut sauvegarder, on veut sauvegarder tous ces éléments. Donc on peut les coller. Alors l'attribut du coup hide in inspector, ici on peut l'enlever, on n'en a pas besoin. On va tous les enlever. Et on aura donc une ligne pour chaque partie du corps, la tête, le torse, etc. et y compris l'arme du joueur. Maintenant qu'on a une sorte d'emplacement de sauvegarde pour ces éléments, il faut qu'on les inscrive à l'intérieur, donc via Save Data. Donc à la suite de Inventory Content ici, faites attention à bien mettre une virgule à la fin de chaque ligne, c'est important, sinon Unity va vous afficher une erreur. On va commencer et on va le faire de haut en bas. On va dire que Equipped Head Item va être égal du coup à l'élément qui est actuellement équipé sur la tête du personnage. Cette information, elle est dans Equipment, juste ici, et du coup il nous faut une référence à ce script. Donc dans Save System, on va ajouter là-haut Serialize Field, Private, Equipment System. On peut revenir dans Save Data et on peut dire Equipment System.Equipped Head Item. Et on va répéter cette ligne pour chaque partie du corps. Donc on met une virgule, vous pouvez faire des copier-coller si vous voulez aller un peu plus vite. Je vais directement créer les 6 lignes. Donc sur la deuxième, ça va être Equipped Chest Item. Étant donné que les variables ont le même nom, une fois que vous l'avez écrit, vous pouvez juste copier-coller à droite ici. Ensuite, ce sera Equipped Hands Item, Equipment System.Equipped Hands Item. Voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'on va voir un petit peu de code à dupliquer. Donc vérifiez que vous avez tout qui concorde bien entre le nom de l'élément et la valeur. Donc Equipped Head Item, on doit le retrouver ici. Chest Item, Hands, Legs, Fit et Weapon. C'est très important de vérifier parce que si vous vous trompez et que vous sauvegardez par exemple dans le slot des mains un élément pour la tête, et bien au moment du chargement des données, Unity va comprendre qu'il y a une incohérence et il va vous renvoyer une erreur. On peut éventuellement déjà tester ça. Je vais revenir sur Unity. Je vais en profiter pour glisser une épée dans la scène. Il ne faut pas oublier également dans le Game Manager de renseigner le Equipment System. Donc on peut passer par là, il n'y en a qu'un seul, Inventory. Et on peut appuyer sur Play pour tester. Je vais ramasser ces objets. Je vais les équiper sur mon personnage et je vais appuyer sur F5 pour effectuer une sauvegarde. Donc ça s'affiche toujours bien dans la console, pas d'erreur, tout est bon. On peut arrêter le mode play et on peut aller consulter nos données dans savedata.json qui est toujours mis à jour à chaque fois. Vous voyez qu'on a déjà pas mal d'éléments qui commencent à se rajouter dans ce fichier de sauvegarde. Encore une fois, moi je vais passer dans un formateur pour que vous puissiez voir un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Vous pouvez également le faire de votre côté. Donc c'est celui-là qu'on a ici. On retrouve les positions du joueur, le contenu de l'inventaire et ensuite les différents équipements du personnage. Donc head, chest, hands, legs, etc. Et vous remarquez que pour le chest item, j'ai bien un instance ID parce que j'avais justement un équipement sur le personnage. Pareil pour l'arme, j'ai bien un ID qui est renseigné. Par contre, pour tous les autres, vous voyez que j'ai un instance ID à 0, ce qui signifie qu'il n'y avait rien d'équipé au moment de la sauvegarde. Donc c'est OK pour la sauvegarde des équipements, il faut maintenant qu'on s'occupe du chargement. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors compliqué, c'est peut-être pas le mot, mais il va y avoir une ou deux étapes supplémentaires. On va aller dans notre script Equipment. On peut descendre un petit peu, on va aller en bas. Et on va créer une nouvelle méthode en public qu'on va appeler Load Equipments. Et en paramètres, il va falloir qu'on passe tous les équipements qu'on avait sauvegardés. Alors, on pourrait le faire dans l'ordre et donc mettre 6 paramètres, un pour chaque partie du corps. Mais si on n'a pas trop envie de s'embêter, étant donné qu'on connaît les types des items, on peut juste dire qu'on va prendre une array de type item data qu'on peut appeler saved equipments. Et ensuite, on se basera sur le type pour justement aller les équiper. Alors, je vous disais effectivement que le chargement des équipements, il va être un peu plus technique. Parce que contrairement à l'inventaire, on ne peut pas juste accéder à nos variables equipped machin item et les remplir.
La raison à ça, c'est que on a deux méthodes actuellement, justement, qui nous permettent de se déséquiper d'un élément, et un petit peu plus bas, de s'en équiper. Et au moment où on s'équipe ou on se déséquipe d'un item, chez nous, on a plusieurs étapes. Par exemple, quand on s'équipe d'un item, on veut aller désactiver celui qui avait précédemment, on veut aller mettre à jour les visuels dans la fenêtre d'équipement, mais on veut également un petit peu plus bas avoir potentiellement des éléments à désactiver visuellement. On a également des points d'armure qui s'ajoutent dans certains cas. Bref, il y a vraiment plusieurs étapes, plusieurs actions qui sont effectuées lorsqu'on s'équipe ou qu'on se déséquipe d'un objet. Et donc au moment du chargement, il va falloir qu'on utilise ces mêmes méthodes pour que tout soit bien fait proprement. Donc on va revenir dans notre petite méthode de chargement des items. Et la première chose à faire, lorsqu'on va charger les équipements qu'on avait précédemment sauvegardés, il faut qu'on déséquipe potentiellement ce qu'il y a actuellement sur le joueur. Donc il faut d'abord qu'on déséquipe au personnage tout ce qu'il aurait équipé entre la dernière sauvegarde et le chargement. Donc il faut qu'on appelle la méthode déséquipe equipment qu'on a ici avec tous les types qui existent. Alors il y a une petite technique, plutôt que d'écrire du coup 6 fois vu qu'on a 6 éléments le déséquipe, on peut utiliser une boucle avec les enums. Donc là par exemple on va faire un for each. Le type ça va être equipment type qu'on peut appeler type in system.enum.get values type of equipment type et on ferme 3 fois la parenthèse. Et ici on peut dire des equipment en passant type. Ce que fait cette boucle, c'est qu'elle va passer sur toutes les valeurs existantes, toutes les valeurs possibles de equipment type. Donc chez nous il y en a 6 et elle va appeler déséquipe equipment en passant le type. Parce que pour rappel, déséquipe equipment, on ne passe pas un objet mais directement un type. On dit quel est le type dont on veut se déséquiper. Mais il faut faire attention à quelque chose de particulièrement important, c'est cette première condition qu'on a mise ici. Le problème qu'on va avoir ici avec cette condition, alors c'est un cas très particulier, mais le joueur il pourrait s'équiper de plusieurs équipements, puis remplir entièrement son inventaire, et au moment où on chargerait les données, on appellerait déséquipe equipment, mais vu qu'il n'y a plus de place dans l'inventaire, le joueur il va alors conserver tous les équipements qu'il a sur lui, et donc tous les bonus de points d'armure qui vont avec. Sauf que chez nous, évidemment, on n'a pas envie de ça. Donc il faut, ici, au moment où on va charger les équipements, que juste avant, on efface le contenu de l'inventaire. Il n'existe pas encore de méthode pour ça, donc dans Inventory, on va juste en créer une rapidement, juste en dessous là, qui va effacer tout le contenu de l'inventaire. Et depuis Equipment, du coup, alors je vais juste mettre une petite indication. Voilà. Et du coup, je peux dire inventory.instance.clear inventory content. Alors en soi, on peut peut-être l'appeler clear content, vu qu'on est déjà dans inventory. On va éviter la répétition inutile. Et on peut revenir dans equipment. Donc première étape, on efface le contenu de l'inventaire pour être sûr de pouvoir tout déséquiper. Deuxième étape, on déséquipe tout ce qu'il y a actuellement. Et dernière étape, du coup, ça y est, on y passe enfin, on va charger les équipements. Mais encore une fois, on va se heurter à un petit problème, c'est que comme on le voit ici, Equip Action, on ne lui passe pas d'item à équiper. Equip Action, il va aller récupérer à chaque fois item action system.item currently selected. Vous pouvez sélectionner ça et faire CTRL F, ça va vous mettre en surbrillance à chaque fois qu'on a item action system.item currently selected. Et vous pouvez voir qu'effectivement, à chaque fois, on va se baser là-dessus. Sauf que nous, ça nous embête un petit peu. On aimerait pouvoir passer à cette méthode un item, et du coup équiper cet item. Il va donc falloir qu'on fasse évoluer un petit peu cette méthode. Alors ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas touché aux équipements, donc on va pas vraiment se plonger énormément à l'intérieur, on va juste faire évoluer rapidement le nécessaire pour aujourd'hui. On va ajouter la possibilité donc de passer à Equip Action un élément de type Item Data, qu'on peut appeler par exemple Equipment. Mais cet élément va avoir la particularité d'être nul par défaut. On va donc considérer que c'est un paramètre optionnel qu'on n'est pas obligé de passer. Et en tout premier ici, on va commencer par définir sur quel item est-ce qu'on va travailler. Est-ce que c'est effectivement le item action system.item currently selected
qu'on passe actuellement, ou est-ce que ça va plutôt être un équipement qu'on va un petit peu surcharger ici en appelant la méthode. Donc on va créer une variable temporaire de type itemData, qu'on va appeler item2equip. On va vérifier via un opérateur ternaire si equipment est défini. Donc s'il y a quelque chose dans equipment, s'il n'est pas nul, si on a bien passé quelque chose, on va dire que l'élément qu'on essaie d'équiper, ça va être equipment. Et dans le cas contraire, donc double point, on va dire que c'est l'élément de d'habitude, donc itemActionSystem.itemCurrentlySelected. De cette manière, on va maintenant pouvoir utiliser item2equip à la place de itemActionSystem.itemCurrentlySelected partout ici. Ça nous permettra de faire fonctionner la méthode via le système d'action habituel, donc quand on s'équipe depuis l'inventaire, ou via notre système de chargement lorsqu'on va passer un élément par ici. Alors si comme moi vous utilisez Visual Studio, eh bien on va pouvoir remplacer tous ces éléments très rapidement. Donc vous voyez que moi j'ai toujours la recherche qui est ouverte, vous pouvez faire CTRL F pour l'ouvrir. On appuie sur le petit bouton qu'il y a ici, ça va nous proposer un deuxième champ. Dans le premier, vous mettez system.itemCurrentlySelected, chez moi c'est déjà le cas. Et dans le deuxième, on va mettre item2equip. Juste en dessous, on va remplacer par sélection. Et vous pouvez faire la sélection de toute cette méthode, on va juste pas prendre la première ligne. Et on va tirer ça jusqu'en bas ici. On peut juste cliquer sur le bouton ici, remplacer tout. Et Visual Studio va nous indiquer qu'il y a 18 occurrences qui ont été remplacées. Chez vous, en théorie, si vous n'avez pas fait quelques modifications de votre côté, vous devriez en avoir autant que moi. Et on peut faire OK. Si jamais vous n'utilisez pas Visual Studio, eh bien c'est simple, hein, partout où vous avez itemActionSystem.itemCurrentlySelected, donc chez moi c'était par exemple le cas ici dans le print, eh bien vous remplacez par item2equip, donc le nom de la variable qu'on a mis là-haut. Et une fois qu'on a tout remplacé, on ne devrait pas avoir d'erreur. On va pouvoir ensuite revenir du coup à notre méthode de chargement et on va pouvoir charger les items et les équiper. Et ici, on va pouvoir faire un for ou un for each sur des éléments de type itemData. On va appeler item in saved equipments qu'on a juste là-haut et on va simplement pouvoir appeler equipAction en passant notre item. On va pouvoir maintenant juste appeler loadEquipments depuis notre save system. Alors c'est très important de charger les données de l'équipement avant celles de l'inventaire parce que je vous rappelle que lorsqu'on charge les équipements, on va vider l'inventaire avant. Donc si on le fait après, on va charger l'inventaire puis le vider, ce qui n'a vraiment pas de sens. Donc faites bien attention à ajouter la ligne equipmentSystem.loadEquipments juste avant celle ici de l'inventaire. Et on va passer ici une array avec tous les différents types d'équipements de l'inventaire. L'ordre n'a pas vraiment d'importance, donc on peut faire savedata.equippedAidItem, savedata.equippedChestItem, savedata equippedWeaponItem. Et c'est vrai qu'il y a une petite particularité, on ne passe pas une array comme ça. On met une accolade d'ouverture au début, une accolade de fermeture à la fin. Et juste avant ici, on va faire un new item data et on met décroché. Voilà, normalement on ne devrait plus avoir d'erreur. Si jamais ça vous permet de un petit peu mieux lire, n'hésitez pas à mettre ça sur plusieurs lignes, hein. Le C# le permet, donc autant se faire plaisir. Voilà à quoi ça ressemble sur plusieurs lignes, c'est un petit peu plus propre. Alors juste avant de tester, parce que je vous le dis d'avance, il y a quelques petites erreurs qui vont apparaître, on va aller les corriger tout de suite pour aller plus vite et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va aller dans Equipment et au moment du coup où on fait le Load Equipments, on va d'abord se déséquiper de tout ce qui est actuellement sur le joueur. Sauf que là on va boucler sur vraiment tous les types existants et imaginons par exemple j'ai pas d'item actuellement équipé sur la tête et que j'appelle déséquipe equipment en passant add. Et forcément, on va demander à notre système de se déséquiper d'un équipement qu'il n'a pas, et du coup, forcément, ça va renvoyer une erreur. Donc, on va traiter ce cas rapidement dans Déséquipe Equipment. On va, ici, au moment où on va essayer de récupérer l'élément dans la librairie, on passe Current Item, sauf que Current Item, il est potentiellement nul. Le plus simple, c'est d'utiliser ici First or Default, dont on avait déjà parlé. Donc, si on ne trouve pas l'élément, au lieu d'avoir une erreur, on va renvoyer nul. Et on peut descendre un petit peu parce qu'on va avoir une autre erreur à ce niveau-là ici. On essaye de retirer des points d'armure de current item, sauf qu'encore une fois, potentiellement, cet élément est nul.
Donc ici, on va juste vérifier que current item existe bien et est bien défini. Et si c'est le cas, on va appeler les deux lignes ici. Donc le fait de retirer des points d'armure et d'ajouter l'élément à l'inventaire. Le refresh content, on peut le laisser à l'extérieur, ça fait jamais de mal d'en faire un, ça peut éviter de potentiels cas qu'on aurait oublié. Mettre à jour le visuel de l'inventaire, c'est jamais quelque chose de trop. Et également, on va en profiter tout de suite aussi, parce que là tout en bas, on va faire un petit peu le même truc, hein. C'est qu'on va essayer de charger des équipements, sauf que potentiellement, dans Saved Equipments, on aura peut-être des valeurs vides. Vous l'aviez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré. Est-ce que j'ai encore mon JSON sous la main? Oui, il est juste là. Potentiellement ici, pour l'item que j'ai sur la tête, Instance ID 0, ça veut dire que j'ai rien. Tel qu'on le fait dans le code, on va appeler Equip Action pour tous les éléments qu'on a passés, même quand c'est vide. Donc ici, il faut qu'on vérifie que item existe et est bien défini. Auquel cas, on va appeler Equip Action. On peut sauvegarder, on va enfin pouvoir aller tester. Je vais appuyer sur Play. Je vais aller sauvegarder la partie un peu plus loin, je fais F5. Pour que ce soit un petit peu plus flagrant, je vais relancer le mode Play. Et j'appuie cette fois-ci sur F9. Et on n'a pas d'erreur dans la console. Et visiblement, on a notre personnage qui a bien récupéré ses éléments. Si j'appuie sur l'inventaire, on voit que j'ai bien le plastron qui est équipé sur le joueur avec la partie visuelle. On peut vérifier d'ailleurs sur Player, c'est important, que au niveau de Player Stat, on ait bien récupéré nos points d'armure. Donc chez moi, je suis bien à 10, c'est ce que me donne le plastron. Et j'ai bien mon épée qui est équipée. Si je me déséquipe du plastron, on voit que je repasse à 0 dans les points d'armure et je vais essayer de recharger la partie encore une fois. J'appuie sur F9 et on peut voir que ma partie a bien été rechargée, que j'ai bien le plastron qui m'a été rééquipé et que je récupère bien les points d'armure correspondants. Ok, maintenant qu'on en a terminé avec les équipements, on va pouvoir passer aux données suivantes à sauvegarder. Et elles sont juste là, ce sont les différentes barres du joueur. Donc la barre de vie, de faim et de soif. Contrairement aux équipements, je vous rassure, hein, on a vraiment fait le plus dur, là ça va être assez direct. On va retourner dans notre script Save System. On va aller ajouter dans notre structure de données là en bas 3 nouvelles informations, une pour chaque barre. Donc on va ajouter une float qu'on peut appeler current elf. On va le copier current hunger et current first pour la soif. Au niveau de save data, il va falloir qu'on ajoute encore une fois ces données-là, mais pour pouvoir les remplir, il faut qu'on ait accès réellement aux données. Donc on va ajouter une référence à playerstat qui contient justement ces données. On peut justement aller les voir, donc on peut CTRL-clic sur playerstat. À partir de maintenant, je pars du principe que vous avez Visual Studio, sinon vous devriez pouvoir vous débrouiller, il faut juste ouvrir ce script playerstat. Et à l'intérieur, vérifiez bien que current elf soit en public. C'est peut-être pas le cas chez vous, donc vérifiez bien ça. Pareil pour current hunger qui doit être en public et current first qui doit être en public. C'est à ces 3 variables qu'on va accéder, donc c'est important. On peut revenir dans Save System. On peut donc dire ici que current elf va être égal à playerstat avec une minuscule point current elf virgule et on va faire pareil pour les autres. Donc current hunger et current first et on modifie ici par la variable adéquate. Comme d'habitude, vérifiez bien que le nom de la donnée et la donnée en elle-même soient bien les bonnes. Donc elf hunger first, elf hunger et first. On va pas perdre de temps à tester, on va directement s'occuper du chargement qui va être relativement semblable, hein. On doit juste accéder à playerstat, puis aux différentes variables, current, alors je vais commencer par current elf qui va être égal à saved data avec une minuscule point current elf et on fait encore une fois pareil. Il y a juste une petite particularité, c'est que lorsqu'on fait le chargement des données, il faut également sur playerstat qu'on force la mise à jour de la partie UI qui n'est pas faite en permanence pour la vie. Donc on peut revenir dans le script playerstat.
Si on descend un petit peu, on voit dans Update qu'on a une méthode Update Hunger and Thirst Bars Fill. Donc on met à jour la faim et la soif dans l'interface du joueur en permanence. Par contre, la méthode Update Health Bar Fill, elle est mise à jour que lorsqu'on prend des dégâts. Donc la manière la plus simple de gérer ça, c'est de trouver cette méthode Update Health Bar Fill et on va juste la passer en public pour qu'on puisse l'appeler depuis notre save system. Update Health Bar Fill. On sauvegarde, on va rapidement aller tester. Il ne faut pas oublier sur le Game Manager de renseigner Player Stats. Voilà. Sur mon joueur, pour aller un petit peu plus vite, je vais modifier les stats à la volée. Donc pour la barre de vie, je peux toujours m'infliger des dégâts en appuyant sur la touche K du clavier. Donc là, je suis à 50 points de vie. Voilà, j'ai mis un peu à jour la barre de soif, la barre de faim. Je sauvegarde avec F5 et je vais relancer pour que ce soit un peu plus flagrant. Donc là, j'ai mes barres qui sont à fond. J'appuie sur F9 et j'ai bien mes données qui ont été chargées. Et on peut voir que les barres de soif, faim et de vie ont bien été récupérées. Donc à ce niveau-là, rien de plus à dire, rien de plus à faire, tout est en place. Et on va finir cet épisode sur la sauvegarde avec le dernier gros morceau qui va vraiment pas être compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et c'est la sauvegarde des structures qu'on va placer dans le monde. On va donc avoir besoin d'accéder à notre script build system qui est sur l'enfant qui est sur la caméra, donc on peut l'ouvrir. Et juste avant d'attaquer vraiment la partie sauvegarde, on va faire une toute petite modification qui va vraiment nous simplifier la vie. C'est que dans le build system, au niveau de la configuration là-haut, on va ajouter une nouvelle variable qui va être une transform et qu'on va appeler placed structure au pluriel parent. Le nom est plutôt transparent. En fait, toutes les structures qu'on va créer, qu'on va placer dans la scène, on va les ajouter en tant qu'enfant d'un nouvel objet. Ça nous permettra d'avoir facilement accès aux structures et ça évitera aussi de polluer la hiérarchie comme on le fait depuis la mise en place de ce système. On va juste donc descendre un petit peu et au moment où on construit une structure, dans le instantiate qu'on a ici, tout à la fin, on peut rajouter une virgule et indiquer le parent dans lequel on va faire apparaître l'objet, placed structure parent. On va retourner sur Unity, on va aller créer ce fameux parent. Donc on peut faire GameObject, createEmpty, placed structure parent, je vais donner le même nom. Dans le build system, je vais glisser cet élément dans la variable et on va juste tester rapidement que ça fonctionne bien. Si je place des éléments, ça fonctionne et dans la hiérarchie, on peut voir que tous les éléments sont ajoutés dans le placed structures parent. On va maintenant pouvoir passer concrètement à la sauvegarde des données. Pour pouvoir sauvegarder et ensuite charger les différentes structures qu'on a placées, on a besoin de 3 informations principales. On a besoin de savoir quelle est la structure qu'on a placée. Donc ici par exemple ce serait un mur. On a besoin de savoir à quel emplacement est cet objet. Donc on va avoir besoin de ses positions. Et on va avoir besoin de ses rotations. Et juste avec ces 3 éléments, on va pouvoir replacer dans la scène tous les éléments qu'on avait placés. Pour simplifier la sauvegarde, on va créer un nouvel objet dans notre script build system, donc on peut aller tout en bas. On a déjà d'autres classes ici. On va en ajouter une nouvelle qu'on va marquer comme system.serializable, ne pas oublier, et on va l'appeler placed structure au singulier. Et à l'intérieur, on va ajouter donc les éléments que je vous disais. On a besoin de savoir quel est l'objet à placer. Donc on va prendre directement un GameObject qu'on peut appeler prefab. On va avoir besoin d'un vecteur 3 qui va être les positions et on va avoir besoin d'un autre vecteur 3 pour les rotations. Pour pouvoir garder une trace de toutes les structures qu'on va placer dans la scène avec leur position, leur rotation, leur préfab, on va aller créer une liste en privé qui va être purement interne au script et qui va donc, comme je l'ai dit, nous permettre de garder une trace. Donc on peut créer une liste en privé de type placed structure. Alors pour utiliser les listes, on a besoin de system.collection.générique. Voilà. On va l'appeler placed structure au pluriel. Et tout ce qu'on a à faire pour remplir cette liste, c'est à chaque fois qu'on va construire une structure, donc dans cette méthode build structure, on peut ici dire placed structure
.add. Et à l'intérieur, il faut donc qu'on passe un objet de type placedStructure. On va en créer un nouveau, new placedStructure. On ouvre les accolades et à l'intérieur, on va préciser chacun des paramètres. Ils sont d'ailleurs proposés ici. Donc prefab, ça va être égal à currentStructure instantiated prefab. En position, on va reprendre exactement ce qu'on a là-haut, vu qu'effectivement là on fait l'instantiate, donc on a déjà toutes les infos. On copie currentStructure.placementPrefab.transform.position, virgule, et pour rotation, on va dire égal, et là on va faire pareil. On va prendre l'avant-dernier paramètre du instantiate, donc currentStructure, placement, transform, child, transform, rotation. Copier et coller juste ici. Alors il va y avoir une petite erreur qui va être renvoyée, parce qu'effectivement, rotation, c'est pas un vecteur 3, c'est un quaternion, donc il faut qu'on fasse un point Euler Angles pour récupérer juste les paramètres x, y et z. Et on ferme la ligne avec un point virgule. On va pouvoir revenir sur placedStructure, qu'on va passer en public en fait. On aura besoin d'y accéder de toute façon pour pouvoir les sauvegarder, et en plus ça va nous permettre rapidement juste de voir ça dans l'inspecteur. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc si on va sur le build system, on a tout en bas placedStructure qui est à 0, et normalement à chaque fois qu'on va placer un élément, j'en place 2, j'ai donc 2 éléments, et à l'intérieur on a les infos qui nous intéressent. Une référence à la préfab, donc celle qu'on a placée, les positions de l'objet et les éventuelles rotations. Donc là il n'y en a pas, mais si je me mets ici par exemple, on peut voir que là j'ai bien une rotation. Donc il ne nous reste plus que via le système de sauvegarde à accéder à placedStructure et à ajouter tout ça dans notre JSON. Donc dans le save system, on va ajouter ici dans la structure de données un nouvel élément de type placedStructure, ça va être une array parce qu'on en aura plusieurs, potentiellement plusieurs. placedStructure. Il va nous falloir une référence au système de construction pour accéder à la variable. Donc build system. Dans save data, on va dire que placedStructure va être égal à build system.placedStructure, chose que Unity va pas forcément apprécier parce qu'ici on essaye de stocker une array, sauf que nous on a une liste, donc il faut qu'on fasse un point toArray. Et ça devrait ensuite être réglé. Il ne faut pas oublier, toujours dans Game Manager, de renseigner ici le build system. Et très rapidement, je vais aller placer quelques structures pour tester. Donc je vais poser quelques murs, je le fais assez rapidement, je vais poser aussi quelques sols. Voilà. Et je vais faire F5 pour sauvegarder. On va aller voir à quoi ressemblent nos données. SaveData.json, je vais tout prendre, je vais vous le formater, que vous puissiez voir un petit peu plus joliment à quoi ça correspond. Alors on voit déjà dans les structures brutes qu'il y a beaucoup plus d'informations qu'avant. Je vais faire process et je récupère ici quelque chose d'un petit peu plus lisible. On retrouve maintenant un parent placedStructure avec qui est un tableau, vous pouvez le voir ici, il y a un petit crochet. Et à l'intérieur, à chaque fois, un objet pour chaque structure qu'on a placée. Donc une référence à la préfab, toujours avec cette histoire d'instance ID que je vous ai expliqué, les positions de l'objet et les rotations. Et on a ça donc pour chaque élément qu'on a placé. Donc ici j'en ai environ une petite dizaine. Nos données sont donc bien sauvegardées, ça fonctionne bien. Il est temps de passer au chargement. On va retourner donc dans Save System. Et là, en une seule ligne, dans Load Data, on va le faire tout en bas. On va faire référence à Build System et on va appeler une méthode qu'on va appeler Load Structure, qui n'existe pas encore, et à laquelle on va passer SaveTheData.placedStructure. On va retourner dans le Build System, on va aller créer cette méthode. Alors je vais le faire tout en bas. C'est bien avec toutes les autres qu'on a là. Public, void, load structure. On va prendre un tableau de placed structure que je vais appeler avec le même nom. Et en soi, à l'intérieur, il n'y a vraiment rien de bien sorcier à faire. On va faire une boucle sur cet élément qu'on a passé. Donc c'est un élément de type placed structure
qu'on peut appeler juste structure. Et pour que ce soit un peu plus clair, parce qu'on a déjà une variable place structure dans ce script, on va l'appeler structures to load, les structures à charger, qu'on va reprendre ici. Puis la première chose à faire quand on va charger nos structures, c'est déjà de ne pas oublier d'ajouter ces structures qu'on va placer dans notre variable placed structure. Donc notre liste, on peut faire un point add structure, parce que dans cette liste, on est vraiment censé garder une trace de toutes les structures qui existent dans la scène, qui ont été placées. Donc que ce soit placé par le joueur à la main, ou que ça a été chargé depuis les données. Parce que si on oublie de faire ça, au moment de la prochaine sauvegarde, eh bien toutes les structures qu'on avait placées auparavant, elles vont être effacées de nos données. Et nous, on veut, lors de la prochaine sauvegarde, garder les anciennes et les nouvelles qui ont été placées. Et maintenant qu'on a la structure avec toutes ces informations, il n'y a plus qu'à la faire apparaître. Donc on va faire ça dans une variable temporaire, on va appeler new structure, on va faire un instantiate, on fait apparaître structure.prefab, le parent placed structure parent qu'on a créé tout à l'heure pour que ce soit plus propre, et ensuite on n'a plus qu'à changer la position de l'objet qu'on a fait apparaître par celle qu'on avait sauvegardée, structure.position, et pareil pour les rotations, new structure.transform.rotation va être égal, et là attention, petite particularité, quaternion.euler, étant donné que on parle ici de rotation, et on passe structure.rotation. Et normalement, on devrait être bon à ce niveau-là. Donc je vais retester, je vais appuyer sur play. Je vais essayer de recharger les données que j'avais tout à l'heure avant qu'on mette en place le chargement. Donc si j'appuie sur F9, on peut voir que j'ai bien toutes mes données qui ont été récupérées. Mon personnage avait récupéré sa position, et on peut voir surtout que les structures ont toutes été reprises. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai traité toutes les données que je souhaitais sauvegarder avec vous. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier dont les pseudonymes sont affichés sur la droite de l'écran. Si vous aussi vous appréciez mon travail et que vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir, vous pouvez le faire avec des dons sur les plateformes Tipeee et Utip. Chaque euro compte et ces dons permettent à cette chaîne de continuer d'exister. Encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série. Salut!